téléspectateurs de TV5 Monde et de la RTS, bienvenue à Diamniadio pour cette nouvelle escale de la piste de la francophonie pour la planète. Nous sommes ensemble donc pour 1 heure de direct avec nos invités. Nous allons mettre l'accent sur l'érosion marine à Kafountine en Casamance et son impact sur les populations. Un voyage au bord du lac Rose qui au fil des ans perd de sa couleur. Autre problématique toujours dans la région de Dakar, la pollution de la baie de Han. Au programme également, découverte de la forêt de Matam avec ses magnifiques paysages. Et pour finir, un focus sur la réserve de Gumble, située à 5 km de Saint-Louis. Ce site, vous allez le voir, abrite des espèces rares. Avec moi sur ce plateau, pour co-présenter cette étape, Denise Depoté. Rebonjour, Dalal Akjam à Dakar. Nagades. Magnifique. Pour cette étape sur la terre de la Teranga, notre premier invité est Bachir Diouf. Il est océanographe et professeur au département de géologie de la faculté de sciences à l'université Cheikh Anta Diop. Bonjour Bachir Diouf. La COP28 joue les prolongations à Dubaï. Le Sénégal y était représenté par le président Macky Sall. Qu'allez-vous retenir de cette énième messe sur le climat ? Bonjour et merci de votre invitation. Je retiendrai qu'il y a déjà des avancées, ne serait-ce que le premier accord qu'il y a eu sur le fond pour les pertes et dommages, prendre en charge les pertes et dommages, c'est une avancée, je crois. Sinon, retenir que les COP sont toujours difficiles et que c'est des négociations qui sont ardues et qui, très souvent, comme vous dites, jouent les prolongations au-delà donc, des délais qui sont prévus. Parce que des accords ne sont pas trouvés. Pas encore trouvés et espérons qu'elles le seront. J'espère simplement que le premier accord qui a été trouvé, qui est donc le fonds d'appui aux pertes et dommages, servira de coup de fouet simplement pour permettre d'avancer beaucoup plus facilement sur les autres fronts, disons, de négociation. Et vous le dites, hein, c'est la bonne nouvelle de cette COP28, mais est-ce une garantie pour les pays du Sud qui sont les moins pollueurs et on le sait tous, subissent le plus lourd tribut des impacts du changement climatique? C'est sûr qu'il ne faut pas trop s'emballer non plus. C'est un accord qui n'est pas contraignant. Et on est loin des 100 milliards annoncés à la COP21 à Paris. Très loin des 100 milliards qui eux-mêmes sont très loin des besoins qui sont chiffrés à peut-être 580 milliards de dollars. Ce n'est pas contraignant, il n'y a aucune obligation pour les pays de participer, de cotiser. On les incite simplement à participer, on les exhorte un peu à cotiser, mais c'est tout. Donc c'est un accord, c'est vrai, c'est positif, en ce sens que ça peut servir de locomotive donc, pour faire avancer les négociations sur les autres fronts, mais bon. Les accords les avis sont unanimes. Hein. La planète Terre va très mal. Il faut donc faire vite pour éviter le pire. Vu du Sénégal, quelles sont les urgences? Parce qu'il faut quand même rappeler que Dakar est une presqu'île. Hein. Les urgences pour nous, c'est des urgences sur le littoral. C'est le littoral qui, pour nous, constitue la première urgence, en tout cas nationale. Je pense que sur les 700 km à peu près de côte littorale sénégalaise, 65% sont en érosion, sont affectés par l'érosion. Donc c'est énorme. C'est énorme. Or, le littoral, c'est le lieu de vie pratiquement de la moitié de la population. Je crois que le dernier recensement de 2022, l'ANSD donne à peu près 52% de la population sénégalaise qui vit sur le littoral. Donc c'est important pour nous. Au-delà de l'aspect démographique, il y a tout l'aspect économique qui fait que c'est une source d'entrée de devises importante pour le Sénégal. Donc c'est un littoral relativement long, mais qui est quand même soumis à l'érosion côtière de manière générale. Et justement, nous allons parler de l'érosion côtière qui menace de disparition les belles plages de Kafountine, le tourisme balnéaire qui fait le charme de ce département de Bignona en Casamance se meurt la faute, le dérèglement climatique, mais aussi l'action de l'homme. Ibrahim Andang. Les racines de la catastrophe, les stigmates d'un cran bleu qui ne cesse de dicter sa loi aux grandes dames des populations. L'avancée de la mer,
une réalité, un véritable problème à Kafountine. Ce campement, lui, est en train de vivre ses adieux. Les gens, ils venaient partout. Tu viens, tu trouves les Américains, Hollandais, c'est toutes les nations qui se rencontraient ici quoi, à l'époque. L'espoir de retrouver la situation d'avant semble mince. Pourtant, René Lambert, du nom de son propriétaire, avait consenti beaucoup d'efforts pour... Les gars, tellement qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont été attaqués par l'érosion côtière, mais c'est vraiment triste quoi. Parce que le campement est déjà parti, tout est dans l'eau. À Kafountine, le phénomène de l'avancée de la mer a été constaté depuis plus d'un quart de siècle. Autant ils étaient jusqu'à 150 et quelques mètres. Mais maintenant, le campement est dans l'eau. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Hein. C'est des emplois qui vont en l'air. Question. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène désastreux? Ce phénomène est rendu très catastrophique par l'homme. Donc c'est la cause anthropique. Le littoral est comme une banque qui est là. Il y a dépôt de sédiments et retrait de sédiments. Ici, il y a le prélèvement du sédiment. Vous voyez, c'est toujours l'action de l'homme. Ce qui crée une ouverture et favorise la pénétration rapide du cran bleu vers le continent. 10 ans auparavant, il y avait une forêt de filao là où nous sommes et il y a des infrastructures hôtelières qui sont aujourd'hui ruinées et même les gens craignent pour leur vie. Des solutions circonstancielles sont mises en œuvre par les populations comme ces sacs de sable et ces épis. C'est ce qu'on qualifie de mesures douces. Et il y a également des mesures basées sur la nature avec l'expérience des épis perméables. En attendant de voir le bout du tunnel, les populations continuent de nourrir de l'espoir avec toujours des solutions précaires. Professeur Diouf, je reviens vers vous et la question que tout le monde naturellement se pose, quelle est la superficie du littoral sénégalais et quel pourcentage est aujourd'hui menacé par l'érosion côtière? Ce que je peux vous dire, c'est peut-être la longueur du segment côtier littoral. On dit généralement dans les documents c'est 700 km de côte qu'on vous dit. Il y en a qui disent 718, d'autres 720 km. Grosso modo, on a 700 km de côte, donc de littoral. Sur ces 700 km, on estime que plus de la moitié est en érosion, est affectée par l'érosion, à des degrés très divers. Mais plus de la moitié de nos côtes sont affectées par l'érosion, parce que ce sont des côtes sableuses pour l'essentiel. Et donc, elles sont soumises à ces aléas. Donc, alors, le phénomène est donc inévitablement irréversible. Mais y a-t-il des mesures à prendre pour le ralentir? Il y a des mesures qui sont déjà prises pour ralentir. L'exemple que je peux donner, c'est au nord, avec l'ouverture de la brèche qu'il y a eu à Saint-Louis, il y a eu une exacerbation du phénomène érosif. Et il y a eu des risques de perte de villages, donc notamment à Gagnol. Et là, l'État avait fait un rechargement de plage, une méthode douce, qui a permis de reconstituer donc les parties perdues du littoral et même de gagner au sud sur quelques centaines de mètres encore de plage. Donc il y a des méthodes qui sont prises, il y a des méthodes qui sont également utilisées en termes de méthodes dures. Sur Sali, par exemple, c'est des brise-lames qui ont été construites et qui ont permis un peu de régénérer un peu la plage qui était donc perdue, simplement. Il y a des méthodes qui sont Et prises. vous, en tant qu'océanographe, êtes-vous satisfait de ces mesures prises? Satisfait, on ne peut que l'être quand ces mesures participent à restaurer donc, les surfaces qui sont perdues. Mais est-ce que c'est suffisant en termes de mesures prises? Je pense que là aussi, il faudrait peut-être des efforts supplémentaires pour Quoi? Voilà. Ça dépend. En fait, la lutte contre l'érosion, ça dépend du contexte et ça dépend également de comment se manifeste le phénomène. De plus en plus, les gens ont tendance à choisir des méthodes dites douces. Ce sont des méthodes qui ne nécessitent pas des constructions, donc qui sont écouteuses et souvent pas très solutions, si vous voulez. Et donc, c'est des méthodes douces qu'on prend très souvent
qui sont moins coûteuses en général. Pourtant, il y a urgence. Il y a urgence, mais il y a également une question de moyens. La lutte contre l'érosion, c'est une question de moyens. Une question de moyens et c'est très lourd. Les méthodes les plus souvent mises en avant, c'est des méthodes dures, construction d'épis, construction de bislames, ainsi de suite. Mais c'est les méthodes les plus coûteuses et ça demande de l'argent. Mais il y a quand même une expertise au niveau de la Hollande, par exemple, dont pourrait s'inspirer le Sénégal. Il y a de l'expertise, mais ce ne sont pas les experts qui vont chercher de l'argent. C'est souvent les politiques, les décideurs qui définissent les politiques et qui cherchent donc également donc, l'argent. Et à ces décideurs et politiques, qu'est-ce que vous leur dites, vous, en tant que Sénégal? Je pense que de toute façon, au Sénégal, on est dans la bonne voie. En ce sens que depuis quelques années, quand même, on a mis en place une stratégie de gestion intégrée de la zone côtière. Et donc, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, je pense, a les moyens aujourd'hui et institutionnels et, disons, également techniques pour participer simplement à minorer un peu donc, ce risque côtier que nous connaissons. Mais il faut également éduquer la population. Évidemment, il faut éduquer la population. Et c'est dans le cadre de cette politique de gestion intégrée, je pense qu'il est prévu tout un ensemble d'actions qui participeront simplement à sensibiliser les populations et à les associer à la gestion de leur domaine, parce que c'est le domaine des populations, le domaine littoral. Très bien. Avant de nous quitter, Bachir Diouf, je vous emmène faire un tour du côté de Lac Rose, du Lac Rose que vous connaissez. Jadis attraction touristique, le lac est désormais impropre à la saliculture. C'est un reportage de Mariam Biramba. Un coussin abandonné. Un tamis qui servait à extraire du sel au fond du lac, à même le sol. Des barques sous l'emprise des eaux. Les rives du lac Rose, tout comme ses environs, sont complètement devenus déserts et insalubres. Le lac Rose a perdu sa couleur. Il est devenu une grande étendue grisâtre. La situation présente vraiment du lac Rose est une situation vraiment désolante. Parce que qui connaissait le lac Rose et qui revient aujourd'hui au lac Rose voit que vraiment il y a totalement une nette différence. Parce qu'auparavant, les eaux du lac étaient roses. Il y avait tout le temps des activités autour du lac. Toutes les activités qui se développaient tout autour sont gelées après la montée du niveau de l'eau. Un phénomène dû au drainage des eaux depuis la banlieue dakaroise vers le lac Rose. Malgré différents efforts fournis par nous-mêmes, vraiment, on n'a pas pu maîtriser la situation. Le sel s'est davantage dilué. Conséquence, la couleur rose qui faisait la particularité du lac a disparu. Et justement, c'est elle qui attirait du monde sur les lieux, particulièrement les touristes. Cette dame et sa petite famille sont venues des Yvelines, en France. Il n'est pas rose aujourd'hui, mais on nous a expliqué pourquoi il n'était pas rose. Et on comprend, on peut pas. De toute façon, c'est la nature. Hein. La nature, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Hein. Outre le tourisme, cette montée des eaux a été et reste toujours une catastrophe économique pour les ouvriers qui s'activaient dans l'extraction du sel. Selon les dernières estimations, en tout, 7000 tonnes de sel ont été emportées par cette augmentation du niveau des eaux. Tu vois cet abri là-bas? C'est ma place. Il y avait là-bas des tonnes de sel qui sont finalement noyées par les eaux. On exploite 60 000 tonnes de sel par an. 60 000 tonnes de sel par an, ce n'est pas 6 tonnes de sel. Et toutes ces 60 000 tonnes de sel qu'on récolte au lac Rose sont restées maintenant néants parce que depuis un an, on n'a rien exploité. Une situation qui a poussé Baba Dembélé, malien, qui travaille sur ce site depuis 2006, à se reconvertir en ramasseur de coquillages. En coquillage aussi, il n'y a pas de l'argent. Une sac à 300 ou bien 250. Tu peux faire la journée pour avoir 5 sacs ou bien 6 sacs, c'est difficile. Les autorités, en collaboration avec la Banque mondiale, comptent réaliser des bassins de rétention pour capter le surplus des eaux, afin que le lac qui a perdu de sa superbe ne meure pas. Nous sommes en compagnie de Noubou Diaby. Vous êtes spécialiste des eaux usées à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, fondé par l'illustre Cheikh Anta Diop.
À présent qu'il a perdu sa belle couleur, faut-il rebaptiser le lac rose? Je ne pense pas qu'il faille rebaptiser le lac rose, parce que c'est trop tôt pour dire que le lac a définitivement perdu sa couleur. Nous nous intéressons à ce lac depuis qu'il y a eu ces problèmes-là, et on se rend compte en fait que le lac il est stratifié. Ça veut dire que la couleur rose elle est encore là, mais elle est masquée par le surplus d'eau qu'il y a sur le lac. Il faut dire que le lac en fait subit un équilibre. Il n'a pas été toujours rose pendant 12 mois. La couleur rose dépend de certains facteurs. Donc il y a le soleil, il y a la salinité, il y a aussi les microalgues. Et même on a récemment découvert avec des collègues du laboratoire de biologie, de biodiversité et de botanique qu'il y a d'autres cyanobactéries, en plus des algues qui donnent la couleur rose. Donc il faut que ces 3 ingrédients-là. Et le fait qu'il y ait eu des pluies exceptionnelles en 2022 et qu'une partie des eaux d'inondation ait été rejetée dans le lac a augmenté le niveau. Et ça a baissé la salinité. C'est ça qui explique aujourd'hui que le lac a perdu sa couleur. Disons, le lac a perdu sa couleur en surface, parce que nous avons échantillonné en profondeur et nous avons vu que la couleur rose, elle est encore là. Mais chez les Wolofs, il porte un autre nom. Ça s'appelle le lac Redba. Oui. Le nom chez les Wolofs, c'est effectivement le lac Redba. Et il doit son nom, lac rose, à sa couleur. Et nous espérons qu'avec les travaux actuellement en cours au niveau du lac, en baissant le niveau, avec l'évaporation, si la salinité remonte, le lac pourrait retrouver sa couleur rose. Donc, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas débaptiser le lac. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle. On va garder le lac rose, mais le lac est aussi impropre à la saliculture. Comment en est-on arrivé là et est-ce irréversible? En fait, dans le monde, des lacs roses, il en existe dans beaucoup de pays. Et il y en a certains qui ont eu à perdre leur couleur rose. Et il y a eu des interventions pour essayer de redonner au lac sa couleur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les 3 ingrédients. Il nous manque un aujourd'hui. Il y a la salinité, il y a le soleil, il y a les algues et les cyanobactéries. Les algues et les cyanobactéries sont là. Le soleil est là, c'est la salinité qui a baissé. Si on regarde des données anciennes qu'on a trouvées dans les années 70, on trouvait une concentration moyenne en sel dans le lac d'environ 162 grammes par litre. Pour rappel, l'eau de mer, c'est 35 grammes par litre. Et dans les zones profondes, on arrivait jusqu'à près de 300 grammes par litre. Les résultats de nos analyses ont montré qu'en surface, actuellement, on est à 92 grammes par litre. Donc c'est très peu pour que l'algue puisse s'exprimer. En profondeur, nous avons jusqu'à 222 grammes par litre. Et cette concentration de sel-là permet à l'algue de s'exprimer. Donc nous pensons que ce n'est pas irréversible. Si on arrive à baisser donc, le niveau de l'eau, à faire évaporer l'eau et à faire remonter la salinité. Mais aujourd'hui, les pêcheurs de sel paient le prix fort de cette surexploitation, malgré tout, parce qu'il y a un impact économique sur le village. Absolument, on l'a vu dans le reportage, jusqu'à 60 000 tonnes, selon les associations qui sont là-bas, étaient exploitées par an. Et l'augmentation du niveau de l'eau, en fait, a dissous une partie du sel déjà qui était collecté sur les côtés, mais également a même physiquement empêché la récolte du sel. Parce que quand le niveau de l'eau arrive à 6 mètres, alors que les gens allaient dans l'eau à pied pour récolter le sel, ça devient même physiquement difficile de récolter le sel. Maintenant, avec la baisse du niveau, nous avons quand même eu une mission au début du mois de novembre. On a vu que dans certains endroits, le sel commence à être exploité. Mais nous pensons également qu'il faut laisser un temps au lac pour se reconstituer. Alors, merci, Nourou Diaby, mais avant de nous quitter, on va s'intéresser à une autre problématique, toujours dans la région de Dakar, autrefois considérée comme l'une des plus belles baies du monde. La baie de Han à Dakar est aujourd'hui très dégradée. La cause, le rejet des déchets industriels et domestiques. Et face à cette situation, des initiatives de dépollution sont engagées et même les plus petits, vous allez le voir, s'y mettent, nous dit Lamine Touré. Des jeunes à la fleur de l'âge, au devant de cette activité de nettoiement de la baie de Han sur 5 km, ils ramassent tout sur leur passage. Quand on parle de développement durable, on parle de génération future.
Et l'éducation environnementale, c'est par là que ça commence. C'est difficile de changer les pratiques des adultes. Donc c'est pour ça que nous visons les enfants pour qu'ils grandissent avec des pratiques durables. La baie de Hann fait partie du domaine maritime, autrement dit de la compétence de l'État. Malgré cela, les collectivités territoriales apportent leur soutien. La commune de Hann-Bel-Air s'investit elle aussi. Le maire en personne a fait le déplacement avec une idée en tête sur le projet de dépollution de la baie. Le projet de dépollution de la baie de Hann ne prend en compte que les déchets liquides. Et c'est un projet que pilote l'Office national de l'assainissement du Sénégal. À quelques centaines de mètres d'ici, vous allez voir le canal 6. Toutes les entreprises qui sont connectées clandestinement déversent vers la baie. Et c'est pour ça que vous avez une plage de couleur à peu près noirâtre. Vous vous rapprochez du canal, vous allez voir que la couleur du sable, de l'eau change, ce qui est une catastrophe. Et ce projet prend en compte l'assèchement total de ce canal. Mais aujourd'hui, notre préoccupation, et j'ai eu à faire un plaidoyer à l'Assemblée devant le ministre de l'Environnement pour le traitement des déchets solides. Il y a des rejets de la mer, il faut qu'on les prenne en compte. Il y a effectivement un projet de restructuration qui nous a permis de requalifier le quartier de Yarar, de restructurer le quartier de Yarar, mais faire en sorte que les populations n'aient plus besoin de déposer les déchets ménagers au niveau de la plage. Ces déchets solides sont essentiellement constitués de plastique à usage unique et pourtant une loi interdisant cette matière est en vigueur. Après ce travail de nettoiement, le site en question sera valorisé à travers des activités de loisirs. Déjà, plusieurs terrains de football sont aménagés dans ce sens. Quand on parle de la dépollution de la baie de Hann, on pense forcément à Mbaké Seck, coordonnateur du réseau baie de Hann. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis heureux d'être sur le plateau. Alors, comme je le disais tantôt, jadis, une des plus belles baies du monde, du Sénégal. Aujourd'hui, on l'a vu, le décor est triste. Malgré ce constat, rien n'est fait. Est-ce un manque de volonté politique ? Il faut rappeler la situation de la baie de Hann avant. C'était du sable fin blanc, des eaux calmes et claires, très poissonneuses, sur lesquelles le gouverneur de l'Afrique occidentale française venait tous les week-ends et tous les pilotes qui étaient à date. Aujourd'hui, c'est des eaux fétudes et répugnantes. On n'a pas envie de se baigner, on n'a pas envie de se promener. Et il y a la qualité de l'eau qui est extrêmement dégradée, ce que nous ne voyons pas à l'œil nu. Du point de vue des déchets, à chaque fois que vous faites 100 mètres, vous êtes sur des détritus de toute nature, des déchets organiques et des déchets plastiques de toute nature qui jonchent la plage, qui empêchent les gens de se baigner. C'est une catastrophe écologique, mais qui est remédiable. Mais est-ce que le combat que mène le réseau que vous dirigez est audible au Sénégal ? Oui, le combat est audible parce que figurez-vous, quand nous nous sommes rendus compte à la fin des années 70 de la détérioration avancée de la plage, nous avons dans les années 80 démarré ce qu'on a appelé la semaine de la baie de Hann qui consistait à sensibiliser les riverains. Parce que dans notre culture de riverains de la mer, on dit que personne ne peut salir la mer parce que tout ce que vous êtes dedans, la mer va le rejeter. Donc c'était un problème culturel. Mais nous avons fait le déclic. C'est nous-mêmes riverains qui avons fait une pétition de 4000 signatures pour inviter le gouvernement à s'occuper de la baie de Hann parce que non seulement c'était un problème écologique, mais ça devenait un problème sanitaire parce que vous n'ignorez pas que les maladies de la saleté viennent des plages polluées et de tous ces égouts que nous recevons à Hann. Alors, Monsieur Seck, les pollueurs de la baie de Hann sont connus. On a entendu Monsieur le maire le dire dans le reportage, mais ils ne font l'objet d'aucune sanction. À qui la faute ? Oui, je pense que les choses commencent à être renversées parce que simplement au niveau de l'ONAS, ils ont installé le principe du pollueur-payeur. Ils ont identifié l'ensemble des entreprises qui déversent d'une manière clandestine leurs eaux usées en mer et nous recevons aussi les réseaux d'eau usée de la ville. Et toutes ces personnes sont aujourd'hui sensibilisées et il y a un fonds d'adaptation pour permettre à ces entreprises de se mettre aux normes. Vous savez que la première zone industrielle de l'Afrique de l'Ouest est située là. Et 80% de notre tissu industriel national est le long des 15 km de la baie. Donc vous comprenez aisément qu'il est difficile à toutes ces entreprises de s'adapter immédiatement. C'est pourquoi l'ONAS, dans un programme graduel, permet à chaque entreprise de pré-traiter ses eaux avant de les déverser dans le système. Et comment les populations sont-elles impliquées justement dans cette restauration de la baie de Hann ?
Le projet est parti des populations qui se sont rendues compte qu'on avait de moins en moins de poissons, que nous tombions malades, que personne ne pouvait plus se baigner et que les pêcheurs allaient de plus en plus loin pour chercher du poisson. Les usines fermaient. Donc c'est nous-mêmes qui avons eu le déclic. C'est pourquoi nous sommes totalement impliqués dans le projet et l'ONAS qui gère le projet nous donne une oreille attentive. Nous sommes capables aujourd'hui de faire rectifier la destinée du projet ou bien sa composition. Et la loi nous le permet. Notre pays a modifié sa constitution pour intégrer l'environnement. Le code de l'environnement a été modifié. On a un nouveau code de l'environnement en 2023. Et toutes ces dispositions juridiques permettent aux populations de se mettre au cœur des politiques publiques environnementales et de défendre leur environnement. Et au niveau international, c'est depuis Rio, à la COP, nous avons la participation de la société civile. Donc c'est important dans chaque zone, dans chaque littoral, quand un problème se pose, que les populations retroussent les manches aux côtés de l'État, aux côtés des scientifiques, et prennent à bras le corps le problème pour trouver leur propre solution. Parce qu'un problème, s'il est approprié, la solution devient plus facile. Et c'est le cas de la baie de Hann, qui fait 20 dernières années. Il y a une modification de la tendance. Aujourd'hui, on peut se promener sur la baie, ce qui n'était pas le cas. Nous avons aujourd'hui beaucoup de déchets plastiques et moins de déchets organiques qui pourrissent et amènent des vermines sur la plage. Merci infiniment. Mariama, je vous emmène à Matam, c'est à 700 km de Dakar, dans la région du Fouta. À cheval sur les communes de Matam, Dogo et d'Ourossogui, existe une forêt communautaire, un poumon vert auquel les populations tiennent. C'est un reportage d'Ibrahima Papi Diédou. À l'intérieur, des arbres pour la plupart, des gonaquiers qui offrent une vue exceptionnelle. Ils sont soigneusement submergés par les eaux profondes d'environ 1 mètre. C'est par là que respirent les communes de Matam, de Ogo et de Ourossogui. On le qualifie presque comme la forêt classée de Mbao. Malheureusement, ce n'est pas une forêt encore classée. La forêt, quand ça va disparaître, les vents de sable seront beaucoup plus accrus. Matam et Ourossogui seront beaucoup plus fatigués par le vent qui nous vient de l'est. À ces menaces s'ajoute la pression foncière. Si vous voyez au niveau des côtés, il y a des installations humaines, il y a des stations essence qui sont en train de s'installer. Du côté des populations, le plaidoyer reste le même. Les jeunes qui pratiquent quotidiennement le sport interpellent l'ensemble des acteurs. Si nous avons choisi ici comme le lieu adéquat ou même plus important, c'est parce qu'il y a les arbres. Il ne faut pas se tromper, il y a les arbres qui courent en respirant de l'air pur. Un air pur et une fraîcheur accueillent les visiteurs. Ce cadre unique au Fouta mérite dès lors d'être bien préservé. Ce qui est essentiel, c'est que nous travaillons ensemble autour d'un plan d'action commun que le conseil départemental pourrait porter, qui va nous permettre, à travers ce plan d'action, de mener des actions d'abord de sensibilisation auprès donc, des populations donc, auprès aussi surtout des bergers qui ont l'habitude aussi d'utiliser cet espace-là, auprès aussi des agriculteurs qui, comme vous l'avez si bien dit, pendant la période de crue, ont tendance aussi souvent à couper des arbres pour en faire aussi des espaces, des espaces donc, maraîchers, mais aussi mener aussi des actions aussi de reboisement. Faire de cette merveille une attraction touristique, c'est aussi une des ambitions exprimées par les différents acteurs. Commandant Fatou Dieye, je suis impressionné par vos barrettes. Merci. Alors, en tout cas, nous sommes ravis, Mariama et moi-même, de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes spécialiste des aires marines protégées à la direction des parcs nationaux. Ce modèle de forêt communautaire à Matam peut-il être dupliqué dans les autres régions du Sénégal qui sont confrontées à la même problématique? Merci pour cette invitation. Il faut rappeler que la politique de l'État en matière de conservation de la biodiversité est confiée à la direction des parcs nationaux. C'est la direction qui est chargée de mettre en œuvre cette politique pour gérer tout un réseau d'aires protégées. Et dans ce réseau, nous avons des parcs nationaux, nous avons aussi des réserves naturelles communautaires, des réserves de faune,
et des réserves spéciales de faune aussi. Alors justement, en quoi consiste exactement votre mission pour sensibiliser et éduquer les populations? Voilà, pour ce qui est de la conservation de la biodiversité, je crois que la sensibilisation est au cœur des choses. C'est une mission régalienne de la direction des parcs nationaux. On ne peut pas conserver sans pour autant aussi sensibiliser les communautés qui vivent tout autour des aires protégées. Si vous voyez le réseau, nous sommes au niveau national. Au nord, nous avons le parc de Djoudj, il y a le Nyokolokoba, il y a aussi le parc national du Delta du Saloum. Donc tout ce réseau constitue vraiment un écosystème qu'il faut préserver. Et à ce niveau, la sensibilisation des communautés en est vraiment une chose importante. Les populations de Matam souhaiteraient que cette forêt communautaire soit classée. Quelle chance leur vœu a-t-il d'être exaucé? C'est la réserve naturelle, c'est la réserve de faune de Ferlo-Nord qui est vraiment une zone protégée, créée depuis 1996. C'était une réserve gérée par les eaux et forêts auparavant depuis 1972. C'est en 1996 qu'on a confié la gestion à la direction des parcs nationaux. Et là, c'est pour réhabiliter la faune qui avait disparu de cette zone. On y a introduit des espèces sahélo-sahariennes, à savoir des oryx et aussi des gazelles d'Orcas. Ces oryx sont réintroduits depuis les années 1996 et là, c'est pour restaurer la faune qui avait disparu pendant très longtemps dans cette zone. Alors, vous êtes à la direction des parcs nationaux. Pouvez-vous revenir un peu sur vos missions? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, la direction des parcs nationaux est chargée de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de conservation de la biodiversité. Elle est aussi chargée de coordonner les conventions internationales sur l'environnement. D'ailleurs, elle est point focal national de la Convention sur la diversité biologique. Elle est point focal national de la Convention Ramsar. Elle est aussi point focal national de la Convention sur les espèces migratrices, c'est la CMS. Donc, outre ces missions, la direction des parcs nationaux est chargée aussi de promouvoir la recherche, de développer l'éducation environnementale, de sensibiliser le public et aussi de promouvoir des initiatives privées, tout dans le but de conserver la biodiversité qui a tendance à régresser de plus en plus. Mais quelle est l'action dont vous êtes le plus satisfaite dans cette politique de protection de l'environnement? Bon, c'est tout un réseau que nous gérons, un réseau d'aires protégées. À part le réseau d'aires marines protégées, là, c'est des aires protégées terrestres, à part le parc national de la Langue de Barbarie et le parc national du Delta du Saloum, et aussi le parc national des îles de la Madeleine, qui sont des aires protégées qui ont une frange maritime. Pour le reste, c'est des aires protégées terrestres. Donc, je crois que depuis la création de la direction en 1973, beaucoup d'efforts ont été déployés par l'État du Sénégal pour permettre à la direction des parcs de mener à bien ses missions, en termes de recrutement, en termes de moyens et aussi en termes d'initiatives pour que la faune puisse se régénérer de plus en plus. C'est le cas même de la réserve de faune de Ferlo-Nord, qui accueille des espèces sahélo-sahariennes après avoir été acclimatées au niveau de la réserve spéciale de faune de Gumbel. Donc, ces deux réserves qui jouent vraiment un rôle très complémentaire dans la biodiversité, en matière de conservation de la biodiversité ex-situ. Ces espèces sont acclimatées au niveau de la réserve spéciale de faune de Gumbel pour être réintroduites, pour être transférées au niveau de la réserve de faune de Ferlo-Nord. Merci beaucoup, commandant Fatou Ndiaye. Vous parliez tout de suite de la réserve de Gumbel. À présent, je vous emmène à la découverte de ce site situé à Saint-Louis. Elle abrite plusieurs espèces rares. La réserve de Gumbel accueille aussi des touristes qui, à pied, peuvent explorer le site. Abdouad. Il s'appelle Martin. Il a 75 ans et pas si pressé de rejoindre son terrier.
Ce mâle adulte fait partie de la quarantaine de tortues vivant dans le parc de Gumbel. Cette réserve spéciale de faune est située à 12 km au sud de Saint-Louis. Elle s'étend sur 720 hectares avec une végétation sahélienne dominée par les acacias. C'est une réserve qui a été créée en 1983. La première vocation, c'est une vocation de préservation de l'écosystème sahélien qui existe dans la zone, mais aussi une vocation de maintien aussi des fonctions écologiques du plan d'eau. Sous commandement militaire, la réserve est un centre de récupération et d'acclimatation de certaines espèces d'animaux sauvages menacés d'extinction. Dans cette vaste superficie, plusieurs d'entre elles y trouvent leur habitat comme les tortues, notamment les gazelles d'Orcas. Mais la plus imposante, la voici, l'Oryx algazelle, une espèce venue d'Espagne et d'Israël. C'est un site donc qui accueille ces espèces d'antilopes pour les acclimater, les reproduire. Périodiquement, on organise des transferts au niveau de la réserve de faune du Ferlo Nord. Le site est une sentinelle dans la préservation de certaines maladies provenant des animaux et transmissibles à l'homme. Périodiquement, nous recevons beaucoup de vétérinaires, des épidémiologistes, des laboratoires qui viennent faire des prélèvements. La réserve est classée zone humide internationale depuis 1986. Elle comprend une cuvette de 320 hectares et cet îlot artificiel destiné à la reproduction des oiseaux. Tout un écosystème favorable au tourisme. Je suis très heureux d'être venu visiter cette réserve et d'avoir contribué aussi à la protection de toutes ces espèces, parce qu'il me semble que c'est très très important de la réintroduction et la conservation des espèces menacées. Et puis bien sûr d'aller voir des oryx et des gazelles. On n'a pas l'habitude de voir ça chez nous. La réserve de Gumbel ambitionne d'introduire l'autruche à cou rouge, une espèce menacée d'extinction à l'état sauvage au Sénégal. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Bouri Angélique Diouf. Vous êtes géologue marine à la direction de l'environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce qu'on a un état des lieux des espèces rares qui vivent aujourd'hui au Sénégal? Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer par l'émission de la direction de l'environnement qui est plus axée sur la protection de l'environnement. Pour votre question, je vais dire oui. On a un état des lieux des espèces rares qui vivent au Sénégal, des espèces qui sont menacées, notamment aussi qu'on a, parce que non seulement on a la réserve de Gumbel, mais aussi on a d'autres réserves que sont le parc national de Doudj aussi. On a le parc Nyokolokoba. En plus de ces parcs, on a aussi les aires marines protégées. Peut-être qu'on va parler juste des espèces fauniques, mais aussi il y a les espèces marines aussi qui sont protégées au niveau national. Et cet état des lieux, on a l'état des lieux au niveau international. Les espèces protégées au niveau international. Pour ce qui est du Sénégal, on a un état des lieux de ces espèces protégées et rares. Mais on se rend compte que la dimension sanitaire et la dimension touristique sont aussi importantes l'une que l'autre, mais peut-on concilier les deux sur la durée? Je pense bien que oui, parce qu'on est dans un environnement et pour être bien dans sa peau, il faut déjà être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, d'ailleurs, il faut un environnement sain. Et cet environnement qui permet d'accueillir aujourd'hui les touristes qu'on peut avoir au Sénégal. Parce qu'il n'est pas sans savoir que pour l'État du Sénégal, le tourisme apporte aujourd'hui 4,2% du PIB national. Et c'est un des enjeux économiques de notre pays. Donc je pense qu'on peut allier tourisme et santé, puisque la santé est prioritaire. Et aujourd'hui, l'État œuvre pour la bonne santé de sa population. Et tout en œuvrant pour la bonne santé de sa population, elle doit permettre d'abord à ces communautés de se sentir bien dans leur environnement, parce que sans un environnement sain, on ne peut pas accueillir ces touristes dont bénéficie aujourd'hui l'État du Sénégal. Alors, la préservation de l'environnement, c'est un combat de longue haleine. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre engagement? Vous savez, la préservation de l'environnement, comme vous le dites, c'est un combat de longue haleine et on va continuer à ce combat parce qu'aujourd'hui, si nous préservons l'environnement, ce sera pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est l'avenir de ce pays qui est en jeu. Actuellement,
c'est la conférence des nations des parties pour qu'on appelle la COP28 et qui réunit tous les États sur le climat. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez bien ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'il y a beaucoup de menaces face aux enjeux que présentent les enjeux climatiques, que ce soit les aléas qu'on a l'habitude d'avoir, les catastrophes et autres, du côté marine comme du côté terrestre. On a la pollution, toutes les formes de pollution dont on fait face. Et tout cela, normalement, devrait nous permettre de combattre ces aléas-là, devrait nous permettre d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Et l'État, dans un de ses objectifs, c'est surtout d'améliorer les conditions de vie de ces populations locales et aussi permettre à sa population d'être dans un milieu qui est plus ou moins, disons, sain, je dirais plus ou moins un milieu adéquat à la survie, que ce soit pour les espèces, pour l'espèce humaine comme pour les espèces fauniques. Alors, vous êtes géologue marin. Pouvez-vous revenir un peu sur ce que c'est exactement? En fait, la géologie marine et côtière, ça, je dirais plus que c'est un peu la science qui étudie les océans, du moins. Pour faire court, c'est un peu tout ce qui est les thématiques liées à l'océanographie, l'érosion côtière, la salinité, l'élévation des températures marines, entre autres. C'est un parcours que j'ai suivi et je pense que c'est un peu ça pour l'élévation, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est confronté à l'érosion côtière, à la pollution des eaux, la pollution plastique, par exemple, qui fait beaucoup de dégâts au niveau de la zone côtière et marine. Très bien. Merci infiniment. Avant de passer le relais à Porto Novo, où nous attendent Dominique Larèche et Apollinaire Tchoki, c'est en musique que je vous propose de poursuivre cette étape sénégalaise. Climat, c'est le titre du dernier album d'Omar Pène, qui confirme son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Il y dénonce notamment l'inaction des politiques qui votent des lois, mais qui, hélas, ne sont jamais appliquées. Omar Pène, un extrait de son concert à Bruxelles. ñi déglu leen ma wax leen la fa xew dañu woote woon waxtaan COP climat wante ba leen ñu ngi toog di xaar solution mu jafelo si dunia le réchauffement climatique et ses conséquences sécheresse, érosion côtière, disparition d'espèces, famine, pauvreté, maladie, exode, migration. Menaki banyul tendu taw. Menak banyakin kami tahu balon. Menaki banyul tendu taw. Banyakin kami tahu balon. Kañi déglu leen ma wax leen waxtaan nañu woon ba léegi ñu ngi toog di xaar ba léegi dara amagul si dunia mu leen ñun ñi fete sawu jant nañ si jóg waxtaan sunu biir. Omar Pène, bonjour. Bonjour. Et félicitations parce que vous fêtez cette année vos 50 ans de carrière. Ouais. Comment est né votre engagement en faveur de la protection de l'environnement ?
Je peux dire que c'est le désert qui m'a inspiré. Parce qu'une fois qu'on devait aller à Nouakchott par la route, dès qu'on est rentré en Mauritanie, je voyais que du sable. Alors je me suis posé la question à savoir pourquoi il n'y a pas d'arbres, encore une fois. Et du coup, c'est ça qui m'a inspiré. Dès mon retour à Dakar, j'ai créé la première chanson qui parle de Maral, c'est-à-dire de l'eau. C'était en quelle année ça? C'était dans les années 70-80. Vous étiez un précurseur. Mais absolument, c'est vrai, ça fait très très longtemps. Et du coup, l'environnement ne m'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui, justement. Et c'est du Sénégal que par la Grande Muraille Verte jusqu'à Djibouti. Est-ce qu'aujourd'hui, notre pays est un bon élève quand on parle de préservation de l'environnement? On peut dire effectivement que le Sénégal est un très bon élève même, parce que bon, vous savez, les cours d'eau, les forêts classées, il y a même un code forestier au Sénégal. Et l'engagement du Sénégal dans ce projet, de ce grand projet de la Grande Muraille Verte, il y a une agence qui s'occupe même de cela. Disons que bon, le Sénégal est très engagé, franchement, sur ce plan-là. Et j'avoue que j'ai suivi tout dernièrement le passage de notre président lors de cette COP 28 à Dubaï, le plaidoyer de M. Macky Sall qui parle effectivement des problèmes que rencontrent les Africains justement sur ce plan-là. Donc je trouve que quand même le Sénégal est un très 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 bon élève. Mais quelles sont les urgences pour vous, Omar Pène, au Sénégal aujourd'hui, en matière de protection de l'environnement? De continuer à travailler sur la sensibilisation, parce que je crois que c'est extrêmement important. Moi-même, j'ai participé à beaucoup d'actions allant dans ce sens-là, avec mes camarades étudiants. Donc on a participé on a organisé même un symposium à la Sorbonne à Paris, en collaboration avec notre ambassadeur à Paris, M. Maguette Sey, et les étudiants de la diaspora. On a invité des climatologues, on a parlé, n'est-ce pas, du réchauffement climatique. D'ailleurs, en collaboration aussi avec un ami chanteur français qui s'appelle Christian Olivier d'Etetred, on a repris cette chanson Climat, lui chante en français, qui nous a amené à rencontrer le monsieur Climat à la mairie de Paris. Et du coup, on a visité l'Académie du climat à la mairie de Paris, qui nous a donné justement aujourd'hui, qui nous a inspiré pour créer cette académie-là ici à Dakar, en collaboration avec la mairie de Dakar. J'espère bien que ça va se faire. C'est toujours dans ce cadre-là qu'on peut sensibiliser les gens pour qu'ils prennent conscience de l'importance même de l'environnement et du danger que représente le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, je vais emprunter à mon ami Serge, j'espère qu'il va m'écouter. Il parle aujourd'hui de péril climatique. Et je crois aussi que ça devient tellement important aujourd'hui que c'est une prise de conscience collective qu'il faut pour combattre ce péril climatique-là. Et en chanson, on sensibilise mieux? Pardon? En chantant, on sensibilise mieux? Mais voilà, justement, parce que comme nous sommes des leaders d'opinion aussi, c'est pour ça que j'ai invité mon ami Christian Olivier, lui chante en français. Comme moi, je chante en Wolof, donc pour ratisser un peu plus largement possible. Merci Omar Pène. Bonjour Dominique et Apollinaire. En langue fon, Cotonou, la ville portuaire et capitale économique du Bénin, signifie embouchure du fleuve Mort. Mais ce n'est pas là que vous avez décidé de nous accueillir, mais à Porto Novo, la capitale, au Jardin des plantes et de la nature. Bonjour Denise, quel meilleur endroit que le jardin, une ancienne forêt sacrée de surcroît pour accueillir cette étape béninoise de la piste pour la francophonie pour la planète. Voilà, nous allons ici autour de nous, l'eau, Porto Novo est partout, et bien nous allons parler de la restauration des mangroves, de l'érosion côtière, mais aussi de la cité lacustre de Ganvier où l'on vit sur l'eau depuis toujours. Voilà donc le programme. À tout de suite avec William Apollinaire Tchoki. Omar Pène, alors que le
le rideau va bientôt tomber parce qu'il y a des prolongations de la COP28 à Dubaï. Quel est en chanson le message que vous voudriez passer au Sénégal, mais également au reste du monde? Je vais reprendre un passage de cette chanson Climat qui parle quand même de ce réchauffement climatique, de ce phénomène qui nous interpelle tous. Et ce que ça crée comme tension, encore une fois, et que les populations quand même ont besoin de savoir où est-ce qu'elles vont et éventuellement qu'est-ce qu'on leur réserve, justement. Parce que j'ai beaucoup apprécié la COP27, la mobilisation des jeunes. Des jeunes, quand même, qui prennent des pancartes pour poser des questions aux décideurs. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que l'avenir leur appartient. Et que comme du coup, aujourd'hui, il y a des COP, mais rien de concret n'a été fait jusqu'à présent. Donc, à la limite, on espère quand même trouver une solution à cette question, à ces questions que nos enfants se posent et nous posent. Merci beaucoup, Omar Pène. C'est moi. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de TV5 Monde et de la RTS.